Vivons heureux avant la fin du monde. Un podcast de Delphine Saltel. Chaque mois, des pistes et des idées pour surnager dans la catastrophe écologique, la crise économique, la crise climatique, la crise sociale et tout ce qui remet en cause nos modèles de société. On est mal. Point de départ, la vie de tous les jours. Et des paroles savantes, des histoires individuelles, des expériences collectives pour nous aider à imaginer des solutions. Épisode 3. Comment dresser son smartphone. Bonjour monsieur, je vous téléphone parce que je ne suis jamais arrivée à configurer mon téléphone pour recevoir mes mails. Donc j'arrive plus à recevoir mes mails sur mon téléphone. Ok, alors votre boîte a été migrée sur Office 365. Voilà, alors ça a commencé un peu à merdoyer, si je puis me permettre, à partir de cette migration. Non, mais c'est parce qu'en fait, je vous explique. Je me souviens très bien du jour où mon vieux Nokia 3310 a rendu l'âme. Il y a presque 10 ans maintenant. D'accord, alors. Je suis rentrée dans une boutique de téléphonie mobile et j'ai acheté mon tout premier smartphone. Parce que j'essaye de le faire, mais évidemment. Sur le coup, j'étais pas plus surexcitée que ça. L'écran tactile, l'accès à Internet, même l'appareil photo intégré, je trouvais ça gadget. Bon, alors là, j'arrive pas à le faire. Ce petit machin noir, tout fin, tout lisse, je m'en suis pas méfiée au début. Aujourd'hui, il a pris une place délirante dans ma vie et je sais pas quoi en penser. Donc ça charge, mais lentement. Est-ce que c'est un truc génial qui me relie au monde entier ou une vraie saloperie ? Un deuxième cerveau, mais qui me rend pas plus intelligente. Bah non. Bah je suis désolée, sur l'appli, ils disent 40% de pluie à 18h. Un remède ou un poison ? Eh ben, tu vois, c'est ça recommence, c'est-à-dire ça sonne, je ne sais pas. Souvent, je me demande si c'était pas mieux avant finalement, quand ça n'existait pas. Ce qui ne m'empêche pas de continuer à le consulter 80 fois par jour. Je crois que c'est ça qui me gêne le plus avec mon smartphone. Cette impression de pas bien contrôler les choses. Siri ? Comme dans une relation amour-haine. Siri ? Parce qu'au fond de moi, je sais très bien que je pourrais plus m'en passer. Siri au rapport. Alors dans cet épisode, je voudrais essayer au moins de le regarder en face. Ce petit objet que j'ai toujours là, à portée de main, pour moi me raconter d'histoires. Me demander ce qui se cache vraiment derrière son écran. Ce que ça fait à la planète, à nos vies, à nos cerveaux, à nos enfants. Mais Diane, ça vient de me faire mauvaise connexion. Tu peux aller là où t'as la plus de connexion, s'il te plaît ? Et surtout si c'est possible de vivre avec sans renoncer complètement à sa liberté, à son esprit critique, à son intégrité morale. Bref, de reprendre le contrôle. Vivons heureux avant la fin du monde. Un podcast de Delphine Saltel, réalisé par Arnaud Forest et produit par Arte Radio. Le problème, c'est qu'on a l'impression, parce que c'est petit, que ça ne pollue pas, qu'il n'y a pas beaucoup de matériaux dedans. Il n'y a quasiment rien d'autre de fabriqué par les êtres humains qui soit aussi toxique, intense en matière première que nos smartphones. En fait, on ne se rend pas compte, mais dans un smartphone d'aujourd'hui, on a un supercalculateur de la NASA d'il y a 20 ans. Donc c'est vraiment une source d'impact colossale. Alors pour commencer, éco-anxiété oblige, je suis allée voir tout un tas de spécialistes de ce qu'on appelle l'impact environnemental du numérique, comme Frédéric Bordage que l'on vient d'entendre. Il m'a expliqué, ce dont je me doutais déjà un peu, mais je m'arrangeais pour pas trop y penser, que l'objet smartphone, ce rectangle noir de haute technologie, inoffensif en apparence, là, au fond de ma poche, en fait, c'est une vraie bombe écologique. Concrètement, quand je regarde votre smartphone, ce que je vois, c'est la quantité de matières premières nécessaires pour fabriquer ce petit objet de 150 grammes. C'est à peu près 500 à 1000 fois son poids en matières premières. On a cette notion de sac à dos écologique, donc la quantité de matières premières nécessaires pour le fabriquer, qui nous donne une idée de son intensité. Est-ce qu'il va contribuer à épuiser les ressources naturelles non renouvelables, minerais, etc. Finalement, proportionnellement, plus ou moins qu'une voiture. Eh bien, beaucoup plus qu'une voiture, beaucoup plus qu'un réfrigérateur, bien plus que 90% des objets manufacturés que j'ai chez moi. Ce qui explique cela, c'est le fait que ça soit très miniaturisé.
pour produire un microprocesseur extrêmement petit comme celui qu'on va avoir dans un smartphone, pour produire l'écran qui a une très haute définition, des tout petits transistors au sein du microprocesseur, donc vraiment miniaturiser l'ensemble des composants, on a besoin de beaucoup d'énergie et des processus industriels particulièrement coûteux qui vont consommer beaucoup d'énergie, mais aussi beaucoup de matériaux. C'est pas très sexy à expliquer comme ça dans un podcast, mais donc un des gros problèmes, c'est que pour fabriquer ces bijoux high-tech, en plus du pétrole pour les parties en plastique, il faut beaucoup de métaux, de minerais et d'éléments chimiques différents. Plus d'une 40 en fait, d'après Philippe Biouy. Il est ingénieur, spécialiste de l'épuisement des ressources minérales. On va trouver des choses un petit peu classiques comme le cuivre qui va servir dans les contacteurs, dans les câbles, dans les interrupteurs. Mais on va trouver aussi des métaux précieux comme l'argent qui sert beaucoup dans l'électronique, comme l'or qu'on trouve dans les microprocesseurs, des métaux comme le lithium ou le cobalt dans les batteries. Et puis ensuite, vous allez trouver plein de poudres de perlimpinpin un peu bizarres. Alors terbium, l'yttrium, le gadolinium qui vont servir à faire des couleurs dans les écrans LCD. Du néodyme qui sert dans les micros, dans les haut-parleurs. Vous allez trouver du platine dans les disques durs. Vous allez trouver de l'indium qui est utilisé pour avoir un écran tactile. En fait, l'oxyde d'indium éteint, c'est à peu près le seul composant chimique qu'on a trouvé qui soit à la fois transparent et conducteur, et donc qui permet de détecter qu'on appuie avec le doigt. Voilà à peu près le genre de choses qu'on trouve dans un smartphone. Ils ont des jolis noms poétiques, tous ces composants que m'a énuméré Philippe Biouy, mais ils ont surtout un défaut. C'est qu'on ne les trouve pas juste en ramassant des petits morceaux par terre. Dans la liste des ingrédients de nos smartphones, il y a les fameux métaux rares ou terres rares. Moi, je pensais que ça voulait dire qu'il y en avait très peu sur la planète, mais Frédéric Bordage m'a expliqué que c'est pas tout à fait ça que ça veut dire. Les terres rares sont des minerais qui sont extrêmement abondants et qui sont très bien répartis partout sur Terre. Par contre, qui sont en très faible densité, et donc il faut extraire de très grandes quantités de terre, et donc il faut brasser bien plus de tonnes ou de mètres cubes de terre pour pouvoir en extraire de toutes petites quantités de ces minerais. Et c'est ce qui fait le fait que ça coûte cher en main-d'œuvre et qu'il y a beaucoup d'impacts environnementaux associés à l'extraction de ces fameuses terres rares qui sont des minerais comme les autres en fait. Impact environnemental. C'est clair, c'est la formule consacrée. Mais c'est un peu abstrait, presque un euphémisme au fond. 1, 2, 3. Alors j'ai appelé Françoise Berthoud, Ça marche très bien. Une ingénieure en recherche informatique, et elle m'en a remis une couche. On entend tous parler de problématiques de mines, notamment en Amérique du Sud, mais aussi en Afrique, parce que ça commence à poser des problèmes pour les populations locales. Ça détruit plus de paysages. D'ailleurs, au passage, du coup, ça détruit de la biodiversité. Il y a des tas de manifestations de populations locales, on a même vu ça en Guyane française pour l'or, qui ne veulent pas de mines parce qu'elles savent que derrière, il va y avoir des problèmes d'eau, et parce que ces mines, elles utilisent de l'eau dont les gens ont besoin pour arroser leur jardin, et puis il va y avoir des problèmes de pollution d'eau. Et c'est pour cette raison que les pays développés qui exploitaient des gisements de terres rares ont décidé d'exporter finalement et de déléguer cette production à la Chine, qui en a fait une véritable arme économique et qui livre une guerre économique au reste du monde depuis 15 ou 20 ans. Parce que c'était plus facile d'aller exporter nos impacts environnementaux et les aspects sociaux dans un pays comme la Chine plutôt que de les conserver chez nous. Donc en fait, on a littéralement arrêté de produire des terres rares dans les pays développés parce que ça avait trop d'impact sur l'environnement. On a préféré l'exporter ailleurs en Chine. Donc normalement, maintenant, grâce à Françoise Berthoud et Frédéric Bordage, quand je caresse ma petite merveille d'écran tactile en éteint d'oxyde d'indium, je suis plus censée voir seulement ça, C'est Emmanuel Macron qui le promettait. Noble intention. ou ça, ou ça. J'ai du soleil sur la peau. Enfin, non. C'est aussi ça qu'il faudrait que j'arrive à visualiser. Les 40 000 enfants esclaves en République démocratique du Congo, qui travaillent dans les mines de coltan, les paysages défoncés, les nappes phréatiques à sec. Et on n'a même pas parlé des data centers qui stockent nos données et marchent souvent au charbon. C'est moche, ce qui se cache derrière mon téléphone. Mais ce qui est encore plus moche, quelque part, c'est la manière dont j'arrive à l'oublier, à regarder ailleurs. Parce que c'est trop moche, justement. Et que mon cerveau résiste.
Je me retrouve face à un constat implacable. Mon smartphone est une saloperie d'appareil du diable qui fait du mal aux gens et à la planète. Pour être cohérente, il faudrait que j'arrête, tout de suite. Mais ça, c'est pas possible, c'est trop compliqué d'y renoncer, et moi, je suis plutôt quelqu'un de faible. On a toute la vie pour s'aimer. Donc l'autre solution, c'est de me raconter des histoires, pour diminuer le malaise, en fabriquant mes propres petites fake news dans ma tête. Par exemple, en me disant « C'est pas grave, si ça pollue tant que ça, les smartphones, on n'a qu'à les recycler. » D'abord, pour pouvoir les recycler, il faudrait les collecter. Or, on est très très loin de collecter même 50% des smartphones qui existent sur Terre. Je crois que les chiffres d'aujourd'hui, c'est entre 15 et 20%. Tous les autres, ils se retrouvent dans des tiroirs, c'est encore le moins pire, mais surtout dans des lieux inadaptés, dans la nature, enfin, dans des décharges sauvages, etc. Ça, c'est le premier problème. À la rigueur, on pourrait faire des progrès sur la collecte. Mais il y en a encore un autre, plus compliqué. Dans une mine, par exemple, de cuivre, on ne trouve pas seulement du cuivre. Souvent, il y a d'autres métaux qui sont associés. Peut-être au maximum 5 ou 6 métaux associés qu'on va pouvoir récupérer. Mais dans un smartphone, il y en a 50 des métaux. Donc en fait, vous vous retrouvez, si vous déchiquetez, si vous faites bouillir le truc pour que ça fasse une espèce de pâte de métaux, vous vous retrouvez avec une pâte, c'est une image bien sûr, mais vous vous retrouvez avec une pâte où il y a 50 métaux qui sont tous mélangés. Et donc là, énergétiquement, pour aller récupérer chacun des 50 métaux, en fait, c'est d'abord technologiquement, c'est très compliqué. Et puis, sur le plan énergétique, c'est extrêmement lourd aussi. En fait, la difficulté qu'on a avec les smartphones, c'est qu'ils sont pas, et d'ailleurs l'ensemble des objets électroniques, c'est qu'ils ne sont pas conçus pour être recyclés en tenant compte de cette problématique-là. On pourrait se dire, on va faire des progrès, ça va s'améliorer. Sauf que quand on regarde les 20 dernières années, ça s'est quand même pas tant... Ça s'est amélioré, mais il reste encore une grande marge de progrès. Et puis, ce qu'il faut quand même souligner, là, c'est qu'on est quand même dans une urgence climatique, on est dans une urgence environnementale. Aujourd'hui, on peut toujours faire des plans sur la comète à se dire qu'on va faire des progrès, mais ça suffit plus, il y a trop d'urgence. Donc aujourd'hui, la mesure la plus efficace qu'on puisse faire par rapport à ça, c'est juste d'arrêter de consommer autant de smartphones. Je dis pas de supprimer de la Terre les smartphones, je dis pas ça, mais arrêter de les consommer à ce rythme. En fait, on focalise actuellement l'attention des consommateurs, des citoyens, des citoyennes sur les usages, alors que 2/3 à 3/4 des impacts environnementaux du numérique sont directement liés à la fabrication des terminaux utilisateurs. Donc c'est clairement la fabrication de nos smartphones qui pose problème. Et si on veut agir de façon efficace au quotidien en tant que citoyenne et citoyen, c'est très simple, il faut juste allonger la durée de vie de notre smartphone. Plutôt que de céder au bout de 18 mois à Paris, 24 mois en France, céder aux sirènes marketing et remplacer un smartphone qui fonctionne encore, eh bien, il faut simplement ne rien faire. Bonjour, je vais prendre 2 filets de merlan, s'il vous plaît. Le garder au fond de sa poche le plus longtemps possible, jusqu'à temps qu'il rende vraiment l'âme. C'est finalement très simple. Non, merci. Dans ma famille, on est protestants des deux côtés depuis, à mon avis, au moins 28 générations. Donc, garder son téléphone portable le plus longtemps possible, c'est une solution qui m'arrange plutôt, qui flatte une forme de radinerie héréditaire. Mais c'est pas si simple, en fait, de les maintenir en vie, ces engins. En tout cas, moi, dès que ça se détraque un peu, je me sens comme une poule devant un couteau. Le côté high-tech, en fait, il est paradoxal, parce que d'un côté, quand on utilise ces termes, on a l'impression de machines extrêmement perfectionnées, mais derrière, il y a une fragilité, en fait, qui est liée au degré de complexité de tous ces objets. Dans une sorte de boîte noire, un peu, enfin, le smartphone, c'est un peu l'analogie avec cette espèce de monolithe noir dans le film 2001, l'Odyssée de l'espace, dans lequel à la fois des singes et les humains tournent autour en se demandant qu'est-ce que c'est que ce truc et comment ça fonctionne. Nicolas Nova a passé 3 ans à enquêter sur les usagers de smartphones. En fait, c'est dans le répertoire. À observer comment les gens vivent avec. J'ai mes numéros. En France, en Suisse, aux États-Unis. Et je sais pas comment. Au Japon même. Il y a une partie de mes contacts
qui a disparu, mais ils sont encore en mémoire, c'est-à-dire... Et ce qui se dégage de son enquête, sans trop de surprise, c'est que la majorité des consommateurs de la planète sont comme moi. Ils savent pas comment l'ouvrir, cette boîte noire. Ils osent pas. Et donc, il faut pas s'étonner qu'ils se fassent tranquillement pigeonner. Précisément, ce que les fabricants et les opérateurs ne veulent pas, c'est qu'on aille farfouiller dans les appareils, qu'on apprenne à les réparer, à se débrouiller tout seul, qu'on change leur manière de fonctionner. La majorité des smartphones sont effectivement pas faits pour être ouverts, réparés, transformés. Alors ils le sont dans la pratique. Hein. On sait que Apple ou d'autres fabricants à leur suite ont utilisé des vis avec 5 lobes, on dit pentalobés, qui faisaient qu'il y avait, au moment où c'est sorti, pas de tournevis en magasin pour les ouvrir. Évidemment, quelques temps après, il y a toujours des gens de manière non autorisée qui ont développé ces tournevis. Donc il y a une espèce de course aux armements. C'est aussi ressenti comme si on était contre nous en tant qu'utilisateurs. En général, à ce stade de la réflexion, je passe par une phase bonne résolution éco-responsable. Et oui, j'avoue, j'ai caressé le projet flamboyant de m'inscrire à un Repair Café associatif mensuel. Mais ça n'a même pas duré 2 minutes. Parce que Nicolas Nova m'a expliqué que ça n'existe pas vraiment, en fait, ce genre d'initiative pour les smartphones. Ou plutôt, quand ça existe, personne n'y va. C'est pas comme un vélo ou un grille-pain, un smartphone. Si tu veux reprendre la main sur l'appareil, il faut te former à la micro-soudure de composants électroniques, ou apprendre le chinois pour commander sur le net des pièces détachées qui sont toutes fabriquées à Shenzhen, ou carrément coder comme un hacker en fait. Tu peux le faire, mais c'est un travail à mi-temps. Ce qui est plus surprenant dans ce que me dit Nicolas Nova, c'est qu'à mon petit niveau, descendre chez le gars du café internet au coin de la rue, c'est déjà pas si mal. Toutes ces petites boutiques qui ne sont pas forcément affiliées aux industriels ont une maîtrise de la réparation. Certains essayent déjà de les démonter, de comprendre comment ça fonctionne, de comparer les pièces détachées de tel modèle par rapport à tel autre, d'accéder à des ressources en ligne sur le sujet. Il y a des rapports plus ou moins clandestins qui circulent, il y a des groupes WhatsApp dans lesquels ces réparateurs échangent sur ces questions. Vous êtes obligé d'aller chez Apple quand vous avez garanti un an, mais je crois que c'est fini la garantie. Oui. Maintenant, vous pouvez ouvrir, vous pouvez réparer là. Et vous avez le tournevis pour ouvrir ? J'ai tout. Mais ces lieux sont les nouveaux cordonniers, les nouveaux rémouleurs, affûteurs de nos objets. D'accord. Et ça veut dire que vous la dessoudez, vous la séparez, et d'accord, ok. Pourquoi pas ? Admettons que cette petite boutique en bas de chez moi soit comme une petite poche de résistance à l'obsolescence programmée et à la dérive consumériste que nous imposent les fabricants. D'accord, ok. Mais le monsieur, là, il vient de m'encourager à télécharger la dernière mise à jour proposée par mon téléphone. En 2, s'il vous plaît. Pour que je puisse télécharger la toute nouvelle version de mon application Vélib ou Petit Bambou. Alors que justement, c'est ça qui le rend si fragile, mon téléphone. Ce rythme effréné des innovations permanentes qui servent en plus à pas grand-chose ou juste à pouvoir mettre des étoiles dans les yeux d'une nouvelle emoji licorne. C'est ça qui nous oblige à tout le temps changer de modèle. Bonjour, je suis ravie de vous accueillir et de vous présenter le programme de méditation de Petit Bambou. Oh bonjour. Prenons la route en passant par rue de Danzig, Paris. Oh bonjour. Je vous propose de démarrer maintenant. And the sum of all those parts, I need to thank you for doing this. Coach Bennett, Nike Running Global Head Coach. Isométrie abdominale. Ce trajet est plus court de 6 minutes que le trajet boulevard Lefebvre-Paris. Échauffement abdo-inférieur. After all of that? Génie. Well, that's something I respect. Oh bonjour. Toute la société fonctionne avec le rythme qui devient compatible avec le smartphone. Mais quand on n'a pas ça, il faut se décaler de l'ensemble de la société. On ne peut pas juste se décaler de l'objet, il faut se décaler de l'ensemble de la société, vivre autrement. Je ne dis pas vivre complètement à la marge, mais un petit peu. Et du coup, ça demande vraiment un effort. Et c'est vrai que si on s'y mettait tous ensemble, on pourrait dire, on va demander à Apple de nous faire un téléphone avec moins de fonctionnalités, pour aller vers les justes besoins.
Par exemple, franchement, mesurer mes pulsations cardiaques toute la journée ou savoir combien je cours, je m'en fiche. Moi, je le sais dans mon corps si je suis en forme ou non. Hein. J'ai pas besoin d'un appareil pour me dire. Alors, il y a des gens qui en ont besoin parce qu'il y a des gens qui ont vraiment des vrais problèmes. Mais la plupart des personnes qui utilisent ces fonctionnalités, elles n'ont pas besoin de ça. Cet entretien avec Françoise Berthoud, je l'ai fait en plein confinement, à distance, par Skype. Elle était chez elle, près de Grenoble. Sur l'écran, je voyais le ciel et la campagne à travers la fenêtre, derrière elle. Le ralentissement général, les petits oiseaux qui chantaient sans aucun bruit autour. Est-ce que c'est ça qui nous a fait croire ce jour-là, toutes les deux, à un monde où on serait enfin capable de se poser 5 minutes ensemble pour se mettre d'accord sur les justes besoins numériques ? Et puis, à peine un mois plus tard, à la radio, je suis tombée sur ça. On en entend parler depuis des années. Elle fera bientôt partie de notre quotidien. La 5G, une 4G puissance 10 qui permettra de regarder des vidéos à très haut débit, de télécharger des films en quelques minutes. Bref, ne pas y aller, ce serait le retour à la lampe à huile et au modèle Amish, selon Emmanuel Macron. Et là, j'ai compris que je me réveillais un peu tard. Qu'en fait, on était déjà tous montés dans le TGV, comme des zombies, sans que personne ne nous ait demandé si on avait vraiment envie d'embarquer à bord du train fou qui nous emmène à toute vitesse au pays des frigos qui parlent. Ce qu'il faut comprendre avec la 5G, c'est que on ne remplace pas la 3G et la 4G par de la 5G. On ajoute un réseau 5G à un réseau 3G et 4G existant qui va continuer à tourner et dont les antennes, c'est principalement ça, puisqu'il faut émettre des ondes autour de l'antenne, donc c'est ça qui est énergivore. Les premières estimations qui sortent des pays qui ont commencé à déployer, comme la Corée ou la Chine, montrent qu'on pourrait multiplier par 3 ou 4 la consommation du réseau de téléphonie mobile. Et pour quel bénéfice en face ? Pour la capacité à récupérer son film en 2 secondes, pour peut-être un jour avoir des voitures autonomes, parce que c'est ça qui consomme beaucoup de données. Et puis pour faire la Smart City, où on va tous avoir la montre connectée qui prend notre température et la pulsation, ça va être le réfrigérateur qui fait ses courses tout seul, voilà, donc là, ce qu'on appelle l'Internet des objets. Et enfin, je suis pas sûr qu'aujourd'hui le consommateur ou le citoyen ait forcément envie que sa priorité, ça soit le réfrigérateur qui fait ses courses tout seul. Ces yaourts sont riches en protéines. Je me suis permis d'en commander 2. J'espère que vous aimerez. Vivons heureux avant la fin du monde. Manuel de survie. En temps de crise. Au rythme actuel, au coût actuel, avec les technologies actuelles, on est face à un mur. Le numérique est une ressource critique, non renouvelable, qui sera épuisée dans 30 ans au rythme où on va. Et donc, il faut trouver des alternatives au tout numérique. Le sujet, c'est que le tout numérique est un luxe qu'on ne peut plus se permettre en tant que société. Le numérique devrait être un outil au service de la résilience de l'humanité. Aujourd'hui, c'est un outil qui précipite notre effondrement, littéralement. Pourquoi ? Parce que pour une dernière nuit d'ivresse numérique, on épuise à très grande vitesse cette ressource. Voilà. C'est comme ça, grâce à Philippe Bioui et à Frédéric Bordage, que j'ai entamé une nouvelle phase dans ma vie. Après l'aveuglement volontaire, la lucidité anxiogène. Maintenant, dès que je dégaine mon téléphone, pour n'importe quoi, écouter un clip de France Gall en streaming dans le métro, regarder le temps qu'il va faire aujourd'hui chez mes parents, j'ai des visions de Sodome et Gomorrhe. Mais bizarrement, cette prise de conscience ne débouche pas sur grand-chose d'autre. J'ai vu. Laisse tomber, je te dis. Chloé et Alix, elles ont pulsé 1. N'importe quoi. Je te jure. Et aussi, Margot aussi, hein. On a depuis qu'elle a 7 ans. On n'avait pas de touch. Bon, moi, je trouve que c'est trop tôt. Oui, mais tout le monde dit ça, mais autour de toi, tu verras bien que personne n'a pas de téléphone. Et surtout que moi, après, je suis toute seule et... Ouais, écoute, c'est la vie d'être toute seule. Tu te fous de moi, là? Non, si t'es toute seule, tu serais toute seule, voilà. Non, je serais pas toute seule. J'aurais mon téléphone. C'est fou que parce que les autres le font, on est obligé de le faire, tu vois. Moi, j'ai envie d'en avoir un parce que, de toute façon, si j'en ai pas,
ce sera juste, je me sentirai seule en fait, parce que tout le monde en aura un. Et aussi, tu dis c'est pas avant 15 ans, mais si tu veux, Margot, Ludivine, elle s'occupe bien de ses enfants. Et pourtant, ses enfants, ils ont leur iPod depuis leurs 7 ans, donc... Ça me fait flipper, moi, en fait. Ouais, voilà. Ça te fait flipper que je sois comme tout le monde. Exactement. Je flippe un peu en permanence, tous azimuts, pour la planète en péril, pour ma fille de 10 ans et demi qui va se faire cyberharceler sur Snapchat ou lobotomiser par TikTok. Mais j'en reste à ce stade, qui est assez confortable au fond. Plus confortable en tout cas que d'avoir à poser un acte radical. Et regarde, aussi, je vais te montrer un autre truc. On va voir combien tu regardes toi par jour. Je gagne sur tous les tableaux, à peu près comme ce que je suis en train de faire là avec vous. Je bats ma coulpe en public. 2h29. Comme il y a vous aussi qui l'utilisez, 2h29. Je vous montre que je ne cautionne pas ce monde absurde et hyper connecté. C'est ton écran, ça ? Et après, je retourne scroller sur mon iPhone. 32% par rapport à la semaine dernière. Plus la semaine dernière, tu regardais 3 fois plus. 32%. Heureusement, il y a des gens comme Anne-Sophie Jacques qui ont d'autres stratégies. Un jour, j'avais rendez-vous chez mon kiné. J'y allais toutes les semaines. Mes rendez-vous étaient réguliers. Elle a écrit un livre qui s'appelle Déclic avec un start-upper repenti, Maxime Gage. Et en prenant mon téléphone quelques heures avant mon rendez-vous, je vois que mon téléphone, qui est un iPhone, me dit il faut partir à telle heure pour arriver à l'heure à votre rendez-vous, rue Groison, à Tours. Alors que je n'avais strictement rien spécifié, je n'avais absolument rien rentré dans mon agenda. Et là, j'avoue que ça m'a fait flipper. J'ai eu peur, je me suis dit... je n'avais rien demandé, en fait. Donc, c'était lâche-moi, quoi. Et à partir de ce moment-là, j'ai réalisé qu'en effet, dès que je voyageais, même dans ma ville que je connais par cœur, automatiquement, je mettais le GPS pour avoir le chemin le plus court, alors que ma ville, je la connais. J'ai compris que je finissais par perdre mon rapport à la géographie, à la cartographie, à ma place dans l'espace. C'est-à-dire que je confiais à cette petite machine le soin de me dire où j'allais, alors que je pouvais très bien le faire toute seule, même dans des lieux que je connais pas. Après tout, il suffit de regarder à l'avance. Et à partir de là, j'ai trouvé que je me faisais déposséder de quelque chose. Je me faisais déposséder de l'espace, en fait. Là, il y a eu un point de bascule. Ça m'a fait revisiter toute la façon dont j'utilisais cet outil. À partir de là, j'ai acheté un Michelin pour pouvoir voyager. Il est à l'arrière de ma voiture. Alors, c'est un vieux truc, ça se trouve, il n'y a pas les bonnes routes. En tout cas, il n'y a pas les nouvelles. Mais au moins, je me dis que quand je vais me déplacer partout en France, je vais tâcher de me repérer dans l'espace comme je savais très bien le faire avant. Et voilà comment on peut aussi dire à l'objet qui a tendance à être très intrusif, bah non, reste à ta place en fait, reste à ta place d'outil. Tu es là pour m'aider, mais tu es pas là pour me dire quoi faire. Il n'y a pas si longtemps encore, je me serais moquée gentiment de sa carte Michelin en papier. Mais maintenant, je me demande pourquoi il n'y a pas un peu plus d'Anne-Sophie Jacques sur la planète. Pourquoi on continue à faire ce que l'on fait quand on sait ce que l'on sait. Ça me rappelle ce qu'expliquait le neuroscientifique Sébastien Boller il y a quelques mois, dans le premier épisode du podcast. Pour lui, si on fonce comme ça dans le mur en toute connaissance de cause, c'est pas vraiment de notre faute. Ça vient de notre cerveau, en fait. Notre cerveau, il vient d'époques très très reculées. C'est-à-dire que c'est un organe qui est très puissant, mais qui s'est construit au fil de millions d'années d'évolution. Et donc, il a des motivations très profondes qui lui sont dictées par des structures cérébrales qui sont situées vraiment au cœur du cerveau, et notamment par une zone clé qui s'appelle le striatum. Et ce striatum nous incite à rechercher certains comportements sans même qu'on s'en rende compte, en nous récompensant avec du plaisir quand on le fait. Et le plaisir, il nous le donne avec cette fameuse molécule qui s'appelle la dopamine. Pendant toutes ces époques au Paléolithique, chez nos ancêtres préhistoriques, on a survécu en réalisant ces comportements qui étaient gages de survie
et qui à chaque fois nous donnait de la dopamine pour nous récompenser, pour nous inciter à continuer. Et parmi ces grands comportements, il y avait notamment la recherche d'informations, absolument cruciale pour un hominidé dans la savane, pour survivre. Par exemple, c'est essentiel de repérer les signes de passage d'un animal, une trace de pas dans la boue séchée, une empreinte, et de savoir extraire l'information, l'interpréter, savoir si c'est un prédateur ou une proie, parce que c'est la vie ou c'est la mort, et notre cerveau s'est développé pour être extrêmement sensible à l'information. Et donc ce centre cérébral qui nous vient du fond des âges et qui a été habitué à nous donner de la dopamine à chaque fois qu'on trouvait de l'information, se retrouve d'un seul coup parachuté dans un monde qui est saturé d'informations. Eh bien, il est absolument incapable de résister, parce que lui a été programmé pour prendre toute information qui se présente sans limite fixée a priori. Le résultat est catastrophique. Le résultat, c'est exactement comme pour l'alimentation, c'est le même principe. On a un besoin qui est inassouvi au départ et qui rencontre une société de pléthore, ça donne l'obésité. Et pour l'information, ça donne l'infobésité. À ça s'ajoute le fait que ce système de dopamine de notre striatum, il a tendance à se lasser, c'est-à-dire que si on lui donne constamment la même quantité de stimulation, en l'occurrence la même quantité d'information, finalement, au bout d'un moment, ça l'ennuie un peu. Et le seul moyen de relancer la production de dopamine, c'est d'augmenter les doses. Donc on ne peut pas se détacher finalement du support d'information. Si on quitte ces notifications, si on quitte son réseau social, à ce moment-là, il y a un vide. Et donc c'est vraiment une forme d'addiction qui fait que finalement, on consomme de l'information comme de la matière première, mais inutile, ça tourne en boucle parce qu'en fait l'offre d'information dépasse les capacités d'un cerveau humain aujourd'hui. Là, je suis pas tout à fait d'accord. Que c'est inutile ou que ça tourne en boucle. Tout ce temps passé à s'informer sur nos téléphones, c'est pas exactement du temps perdu. Ce serait trop facile de verser comme ça dans la technophobie primaire. Par exemple, le livre de Sébastien Boller, Le bug humain, précisément, je suis tombée dessus en zonant un soir sur mon smartphone. Mais bon, pour toutes les fois où effectivement je reste scotchée en position junkie sur mon écran tactile, je suis contente d'avoir un diagnostic à poser, Homo erectus, téléguidé par ses neurones. Donc, je me demande, Anne-Sophie Jacques, pourquoi elle arrive à résister ? Elle n'a pas le cerveau câblé pareil que moi ? Pire, c'est-à-dire que depuis le mois d'août, je ne lis plus une seule actualité. C'est-à-dire que non seulement sur mon téléphone, je n'ai plus accès à l'application du Monde que je lisais tous les jours, mais je n'y vais plus du tout. C'est-à-dire que je suis au courant de rien. Je viens vous voir ici à Paris, je ne sais pas du tout où en est le Covid, je ne sais pas du tout où en est la... Pas que je m'en fous, au contraire. Je suis quelqu'un de très intéressé, très investi dans la politique. Mais je fais la démarche, depuis 2 mois et demi, j'ai l'impression d'être au cercle des alcooliques anonymes, mais je fais la démarche de ne plus m'informer de ce qui se passe dans le monde pour récupérer de l'espace, vraiment. Et une qualité de réflexion, d'analyse que j'avais totalement perdue. Donc les amis à qui je dis ça sont ahuris, bien sûr. Et j'ai une amie l'autre jour qui me dit oui, là c'est bien, tu peux, tu as le loisir, mais moi je suis prof à la fac. Quand j'arrive devant mes étudiants, il faut que je sache un peu ce qui se passe quand même dans la vie. Et je lui ai dit, eh bien pourquoi ? Après tout, t'as le droit en fait. T'as le droit d'arriver devant eux et de leur dire désolé, mes étudiantes, mes étudiants, peut-être que je vais vous sembler à l'ouest sur des choses, mais c'est pas grave, je vous le dis et je m'y autorise et j'aimerais que vous m'y autorisez. Et elle m'a regardée, elle m'a dit c'est une bonne idée. On peut vraiment prendre ce droit à la déconnexion et le droit de ne plus être complètement malmenée, parce que je trouve que c'est de la maltraitance, par ce flux d'informations, de magma bouillant. Et c'était un droit que j'invite tout le monde à prendre, en fait. Trop forte, Anne-Sophie Jacques. Plus forte que son striatum. Mais est-ce qu'elle pourra tenir longtemps comme ça ? Surtout que si j'ai bien compris Sébastien Boller, le smartphone ne détraque pas seulement notre besoin primitif d'information. Dans notre cerveau préhistorique, il y a aussi d'autres besoins qui nous rendent tout aussi dépendants à notre smartphone. Le besoin de statut social, par exemple. Aujourd'hui, on arrive dans un monde où les possibilités d'avoir du statut social sont rendues
illimité par le côté virtuel de la chose. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, vous avez 2 milliards de personnes par jour qui se connectent à des réseaux sociaux et qui peuvent tous, quelque part, gagner du statut social sur un mode virtuel. Ça, c'est des choses qu'on observe en IRM, aujourd'hui, dans les laboratoires de neurosciences, où on peut voir en direct ce qui se passe dans le cerveau d'un internaute quand il va sur un réseau social. Quand il gagne un like, libération de dopamine. Quand il perd un like, privation de dopamine. Et donc, évidemment, il faut y retourner sans arrêt pour maintenir la machine à dopamine en route. Et puis à ça s'ajoute aussi un besoin peut-être même antérieur à l'homme sur la planète, qui existait déjà chez les premiers êtres vivants, même chez les premières bactéries, il y a des milliards d'années dans les océans, qui avaient un principe fondamental ancré dans leur gènes, c'est de minimiser les dépenses d'énergie. Quand vous êtes un être vivant dans un milieu hostile, vous devez sans arrêt minimiser vos dépenses d'énergie et maximiser vos entrées d'énergie. C'est ça qui fait que vous survivez. Ça s'appelle l'homéostasie. Et dans le cerveau humain, ça se matérialise par des neurones très précis de notre striatum qui nous récompensent par de la dopamine à chaque fois qu'on arrive à minimiser nos efforts. Donc on cherche en permanence en fait à en faire le moins possible. Alors quand vous avez la possibilité d'avoir de l'information et d'avoir du statut social tout en minimisant vos efforts, simplement en touchant un écran, en sortant un appareil de votre poche, là vous avez finalement la quadrature du cercle. Vous arrivez à résoudre l'équation ultime de notre striatum qui veut avoir le plus d'informations et le plus de statut social tout en faisant le moins d'efforts possible. Vertigineux un petit peu les neurosciences, ça pourrait même rendre carrément fataliste, faut se méfier. Mais ça y est, enfin, j'ai l'impression de comprendre pourquoi je me sens comme un zombie, incapable de réagir, de décrocher de ce foutu smartphone. Et c'est peut-être ça le déclic que j'attendais désespérément depuis le début. Tilter que dans cette histoire, mon cerveau est pris au piège de son propre jeu. Alors bien sûr, c'est juste un début, un modeste frémissement, mais peut-être que je tiens là une piste pour reprendre le contrôle. Résister un peu plus dignement à toute cette économie du numérique qui, pendant ce temps, exploite joyeusement les faiblesses de mon striatum et mes données personnelles. L'hiver dernier, j'avais installé un jeu de Scrabble, pour jouer au Scrabble. Je pouvais jouer avec ma sœur, c'était super. Et c'était un super environnement, avec des couleurs chatoyantes, c'était chaleureux. Et je réalisais que je commençais à jouer en me couchant vers 22h et qu'à 1h du matin, j'étais toujours dessus. Le dispositif faisait que j'avais toujours envie de faire une autre partie. Et donc, il faut justement interroger cet usage qui fait qu'on bloque littéralement. On bloque parce que l'application, le jeu en l'occurrence, l'environnement, fait tout pour qu'on reste là. Pourquoi ils ont envie que je reste ? Parce que plus je joue, et plus ils sont susceptibles de capter à la fois de mon attention, ça c'est super, et donc de me vendre de la pub, parce qu'évidemment, comme je suis radine et que je ne veux pas payer pour un jeu en ligne, j'ai la version gratuite, donc j'ai des pubs qui m'arrivent à chaque fin de jeu. Et elles veulent que je reste aussi parce que c'est une façon pour elles de savoir exactement ce que je fais, à quelle heure je le fais. Et donc, ça dit beaucoup aussi de moi et de mes comportements. C'est ça la donnée, en fait. Nos données personnelles, c'est pas juste j'ai écrit un mail ou j'ai fait un jeu. Quand j'ouvre cette fenêtre avec cette application, je permets à l'opérateur, à celui qui a développé l'appli, de rentrer dans mon intimité, d'être avec moi, dans mon lit, sous ma couette, à jouer aux jeux débiles. Et quand on dit « il faut faire attention à nos données », c'est qu'il faut surtout faire attention à ce qu'on donne de nous. Il y a des choses qui sont de l'ordre du privé, de nos affects, de nos émotions, de nos ressentis, qu'on ne peut pas leur donner. En les donnant, on devient des objets qui sont autant de petits pions à qui on peut vendre n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand. Et c'est de ça dont on doit se protéger, en fait. Pour se souvenir de la puissance que représentent en fait nos données, j'aime bien regarder finalement qu'est-ce que représente la puissance financière aujourd'hui des entreprises qui en tirent le plus profit. Que sont Google, Apple, Facebook, etc. Et si on regarde, leur valeur en bourse, c'est de l'ordre du 1000 milliards. Donc ça a dépassé
la valorisation de Exxon, donc du pétrole. En fait, aujourd'hui, le minerai, la matière première qui est la plus rentable à extraire, ce sont nos données personnelles. Le problème, c'est que, en fait, aujourd'hui, il y a d'autres acteurs qui utilisent ces capacités de ciblage qui sont extrêmement puissantes, qui sont des acteurs politiques. Et là, leur intérêt, ce n'est plus d'utiliser cette capacité de ciblage pour convertir à l'achat, mais ça va être pour convertir, à voir le monde d'une certaine manière, pour être influencé dans l'exercice de ses droits en tant que citoyen au sein d'une démocratie. Ils expliquent très bien, Anne-Sophie Jacques et Maxime Gage. Ils donnent des exemples concrets et tout. Mais personnellement, savoir tout ça ne m'a jamais empêché de cliquer sur « J'accepte ». Moi, j'accepte dès qu'un site ou une application demande si je suis d'accord avec les conditions générales d'utilisation. J'accepte la gestion des cookies, j'accepte tout. Mais à présent, j'ai une petite clé à actionner. Et elle est dans ma tête, donc. Vous avez une partie plus consciente de votre cerveau, située à l'avant, le cortex préfrontal, qui peut, de certains temps, dire non, attends, prends le temps de la réflexion. Plus on nous propose les choses rapidement, plus notre cerveau se déshabitue aussi à attendre. De plus en plus de personnes vont être finalement confrontées à une offre instantanée, vont y céder, et donc vont pas être obligées de muscler la partie frontale du cerveau qui nous permettrait d'attendre. Et donc, c'est un cercle vicieux. Plus vous déshabituez votre cerveau frontal à agir, plus vous avez besoin de produits et d'offres instantanées, et plus les offres instantanées prospèrent. C'est pour ça qu'on va toujours plus vite. Et on est de moins en moins capable de patienter et d'opposer finalement à l'attrait de l'instantanéité le souci de responsabilité, le souci rationnel de protection de nos données, de réflexion des orientations qu'on veut donner à nos existences ou de comptes qu'on demande aussi à long terme à ceux qui nous gouvernent. Et bien, par exemple, concrètement, si je veux mettre Firefox comme navigateur sur mon téléphone, comment je fais ? Donc sur iOS, il suffit d'aller dans l'App Store et puis là vous tapez Firefox. Alors voilà, ne vous moquez pas, c'est pas le grand soir, juste une petite réforme individuelle. Avec l'aide de Maxime Gage, j'ai installé sur mon smartphone un navigateur qui ne vend pas mes données personnelles. Donc Firefox, c'est quoi ? Firefox, c'est un navigateur comme Chrome ou Safari, sauf qu'il est libre. Ça vaut ce que ça vaut, c'est juste un début. Et surtout, il est maintenu par... Alors voilà, bien sûr, il y a une pub en haut qui veut nous faire... Et d'ailleurs, je ne sais même pas, au fond, si c'est vraiment grâce à la partie préfrontale de mon cortex. Et voilà, navigateur web, Firefox. Mais ce que j'ai compris, c'est que la cohérence, c'est un peu comme les abdominaux. Ça s'exerce. Au début, c'est horrible. On fait des pédalos sur son tapis, on a envie de crever. Et puis, jour après jour, on a moins mal. Après, on se tient plus droit, on se regarde dans la glace et on est quand même plus content de soi. Et qui donne le pouvoir à chacun. Donc déjà Firefox, une fois que vous l'avez installé. À suivre sur arteradio.com. Vivons heureux avant la fin du monde est un podcast produit chaque mois par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur son site, arteradio.com, son appli gratuite, SoundCloud, Deezer ou votre plateforme d'écoute préférée. Commentez, partagez, abonnez-vous au podcast et mettez-lui des étoiles pour soutenir l'émission et la planète.